Europe 1, on a le plaisir de recevoir Pascal Bruckner de l'Académie Goncourt. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être là, philosophe, auteur de ce livre. Je souffle, donc je suis, on va en parler, aux éditions Grasset. Mais d'abord, on évoque évidemment la situation internationale, le chaos qui a été provoqué par l'attaque de l'Iran contre le sol iranien. Est-ce que vous voyez là un nouveau bouleversement géostratégique et un moment de bascule dans notre histoire contemporaine, Pascal Bruckner? Oui, c'est un nouvel élément du chaos qui a commencé avec le 7 octobre, enfin qui avait commencé avec la guerre de la Russie contre l'Ukraine. D'ailleurs, c'est le même bloc, Russie, Iran, Chine, Azerbaïdjan, tout ça sont des pays coalisés contre le modèle occidental. Et là, évidemment, l'Iran a frappé Israël avec une sorte d'attitude un peu infantile du genre, je vous envoyais 300 missiles, mais c'est tout, on est quitte, hein. On arrête là et on se serre la main, on repart bon copain. Donc c'est pas possible. Et là, je pense que pour Israël, c'est une opportunité historique. Et pour le monde occidental dans son ensemble, c'est le moment d'affaiblir l'Iran et de ramener le régime des Mollahs 50 ans en arrière, militairement parlant. Frapper les casernes, frapper les gardiens de la Révolution et les sites nucléaires, si possible. Mais il faut que l'oncle Sam accepte de s'engager. Et le problème des États-Unis, c'est qu'ils ne veulent plus se battre. Que ce soit Trump, Biden ou Obama, l'Amérique a soupé de conflits. Elle veut maintenant s'isoler dans sa splendide indifférence. Mais sans elle, on ne peut rien faire. Et on est coincé là-dedans. Ce que vous dites, Pascal Bruckner, vous dites qu'il faut en profiter pour affaiblir le régime des Mollahs, il faut frapper des cibles vraiment stratégiques. Mais ce n'est pas ce qu'on entend du tout dans les capitales occidentales. On dit attention, désescalade, attention, retenue, attention, on pourrait avoir une riposte de l'Iran. Et en fait... Oui, mais on a la même attitude avec les Russes. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de pire que ce qui vient de se passer? Ils lancent 400 missiles, que des dizaines de missiles atteignent des cibles civiles. On se retient toujours par peur d'un pire qui en réalité est déjà là. Le pire est déjà arrivé. Donc c'est le moment de réagir. L'Iran s'est dévoilé, le pays est quand même relativement affaibli. Ses capacités militaires sont importantes, mais il faut empêcher qu'elles le deviennent plus. Bien sûr. Donc c'est... Avec la course au nucléaire, évidemment, qui est toujours de mise. Vincent Hervoët, je ne vous sens pas du tout d'accord avec ce que dit Pascal Bruckner. Je trouve que le pire a beaucoup d'imagination. Et quand je vous écoute, Pascal Bruckner, j'ai l'impression de vous entendre ou d'entendre, il y a assez longtemps déjà, le même discours à propos de Saddam Hussein qu'il fallait renvoyer 50 ans en arrière, qui avait déjà commis le pire du pire en envahissant le Koweït. Et on voit ce que ça a donné, le chaos qui a suivi. Ça a donné Daesh, ça a donné une catastrophe dont on n'est toujours pas sorti, une guerre de 30 ans. Oui, mais là, c'est pas pareil. Là, Israël a été attaqué directement. Pascal Bruckner. On a les preuves. Saddam Hussein, c'est vrai que ça a été un montage américain, vous avez raison. Mais là, on a les preuves et c'est l'occasion de briser cette coalition occidentale qui est formée par Moscou, Téhéran, Pékin et d'autres capitales qui n'attendent que le moment de se frotter les mains sur les dépouilles du monde démocratique. Donc je pense qu'effectivement, alors il peut y avoir une réponse graduée, il peut y avoir une réponse intelligente, on peut vouloir réunir autour de Jérusalem une coalition, mais il faut bien voir que les États arabes n'attendent qu'une seule chose, c'est qu'Israël fasse ce sale boulot. Et donc il n'est pas possible de laisser cette attaque impunie. Ça c'est vrai, personne ne le dit. Que les pays arabes attendent que ce soit Israël qui fasse ce travail. Israël règle le problème du Hamas et du Hezbollah. Fasse rentrer la tête dans les épaules aux Iraniens. Et même sur l'évolution de l'islam en général, il faut bien voir que globalement, depuis les accords d'Abraham, il y a quand même une volonté d'un certain nombre de pays extrémistes d'aller vers plus de modération. Il y a le Maroc, il y a les Émirats arabes unis, il y a même l'Arabie saoudite. Patrie du wahhabisme, cherche plus ou moins une voie d'accommodement, non pas avec la laïcité, parce qu'il ne faut pas rêver, mais en tout cas avec un islam moins dur, moins radical. Et alors que l'Iran, au contraire, elle pousse les chiites et les sunnites à aller toujours vers un peu plus de violence et de brutalité. Pascal Bruckner, est-ce qu'on est, pour vous, face à une guerre de civilisation? On utilise beaucoup ce mot, peut-être à tort et à travers. Est-ce qu'on est là face à deux civilisations qui s'affrontent ou pas? Ou est-ce qu'on est juste face à du terrorisme qui affronte des démocraties? Oui, non, je ne pense pas que ce soit une guerre de civilisation, parce qu'il y a des pays très différents. La Chine est une grande civilisation, la Russie aussi, et pourtant ils se sont alliés avec Téhéran et d'autres capitales pour nous attaquer. C'est plutôt la guerre de l'autoritarisme contre les démocraties. Mais
non, c'est pas vraiment, même à l'intérieur de l'islam, il y a des partisans d'un islam plus modéré, des partisans d'un islam radical. Donc, c'est une guerre à l'intérieur de chaque civilisation, plus qu'une guerre de civilisation. Mais il faut que nous ayons conscience que ces gens-là sont nos ennemis. Il faut arrêter de toujours leur trouver des excuses, des justifications. Ce sont des ennemis. Ils nous ont désignés comme la cible à abattre. Eh bien, prenons-le au sérieux. S'ils veulent mourir, accordons-leur au moins ce don, ce cadeau auquel ils aspirent à toute force. Sauf à mourir en martyr, auquel cas ça serait compliqué, évidemment, pour oui, nous tous. Bien sûr. Rachel Kahn, une question peut-être. Oui. À Pascal Bruckner. Oui, parce que les Juifs, c'est le peuple le premier persécuté dans l'histoire de l'humanité, avec ses écrits, etc. Aujourd'hui, on a 15 millions de Juifs dans le monde, 2 milliards de musulmans. Et je me demandais si le titre de votre livre, « Je souffre, donc je suis », n'était pas finalement le stade suprême de la victimocratie. Oui, absolument. Avec le juif au centre, puisque oui. la victimisation comme maladie, comme pathologie globale arrive après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 80, quand le personnage du déporté se substitue à celui du résistant. Jusque-là, les gouvernements exaltaient la figure du milicien qui s'était battu, du maquisard, contre les nazis. Et puis tout d'un coup, le concentrationnaire en pyjama rayé agrège sur sa personne un certain nombre d'envies, et toutes les souffrances des citoyens sont en quelque sorte calquées sur celles de ce personnage, homme ou femme. Et nous voyons très bien que cette tendance à aligner son malheur personnel sur le malheur des gens qui sont sortis d'Auschwitz, de Majdanek ou du Goulag, pour parler du RSS, font que l'on va immédiatement aux extrêmes. La moindre contrariété, le moindre tracas est aussi au niveau d'une tragédie. Et cette tragédie, elle prend souvent comme modèle précisément la Shoah. Donc la Shoah étant devenue l'obstacle et le modèle, tous les groupes vont vouloir expulser les Juifs de cette situation d'éminence où ils sont depuis 1945. Et toute la discussion autour du génocide à Gaza, évidemment, est centrée autour de cette expulsion potentielle. Il faut chasser le Juif de son podium et y mettre à la place le Palestinien, les colonisés, les anciens esclaves, peu importe la figure que l'on veut mettre en haut. Joseph Massescaron. C'est d'ailleurs ce qui est reproché, évidemment, très souvent, ces derniers temps à Israël. C'est-à-dire comment une victime peut-elle riposter ? C'est impossible. C'est antinomique. Donc, à chaque fois qu'Israël riposte, Israël est peut-être la nation qui, par essence, n'a pas le droit de riposter. Oui, alors déjà, mais le problème, c'est qu'elle n'a même pas le droit d'exister. Dès le départ, c'est une nation qui est condamnée, qui est illégitime, parce que... Enfin, je pense qu'il faut replacer la situation du juif dans le monde musulman. C'est le dhimmi, c'est-à-dire c'est l'être inférieur. C'est l'être inférieur qu'on ne veut pas tant écraser ou anéantir, mais dont on veut qu'il reste à sa place. Et voilà qu'Israël, en tant qu'État moderne et démocratique et technologiquement performant, devient plus fort que tous ses voisins. Et c'est ce changement de place dans la psyché du monde arabo-musulman qui est insupportable pour beaucoup d'États. Alors les Égyptiens avaient eu l'intelligence de faire la paix avec Israël, la Jordanie aussi, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis également, le Maroc, oui, mais pour tous les extrémistes de ces pays-là, il n'est pas possible de maintenir cet abcès au cœur du Moyen-Orient. Vous savez que la propagande iranienne appelle Israël le microbe noir. C'est-à-dire le microbe dont on doit se débarrasser. C'est des métaphores, le cancrelat, le microbe, qu'on a connu dans d'autres temps. Et moi, je pense qu'Israël, c'est l'avant-poste de l'Occident, et que défendre Israël, c'est aussi défendre nos libertés, même si on n'est pas d'accord avec Netanyahou. Ça, c'est un autre débat. C'est un débat sur la composition du gouvernement. Mais je ne comprends même pas qu'on puisse hésiter sur l'attitude à tenir. Et c'est vrai que je suis un peu triste que nos chancelleries chancellent et hésitent. Voilà. Mais quand même, la France a participé à la défense. La défense. Oui, et ça... Peut-être juste pour protéger ses bases, comme nous disait Vincent Hervouet. Oui, mais bon, c'est pas de l'altruisme. On a un alibi, mais c'est parce que aussi Macron ne veut pas se fâcher avec ses alliés arabes. Alors, je voudrais juste qu'on écoute Sébastien Lecornu, ministre des Armées, à propos justement de la réaction de la France lors de l'attaque iranienne. Écoutez-le.
Il se trouve que la République islamiste d'Iran, par l'attaque très grave qu'elle a lancée et menée contre Israël, par définition, a violé l'espace aérien des pays qui étaient entre l'Iran et Israël. Évidemment l'espace aérien irakien, mais aussi l'espace aérien jordanien. Et donc, de fait, les forces armées françaises ont participé à ces interceptions, comme le président de la République a pu le confirmer ce matin, dans un cadre de légitime défense. C'est clair, Vincent Hervouet, ou pas légitime défense on assume sans assumer, en fait, oui, non, mais comme toujours. Ça se défend très bien, oui. Oui, mais Non, mais ce sont des propos diplomatiques. Si vous voulez, ce qui est très frappant, c'est qu'il y a moins d'une semaine, la France, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, envisageait des sanctions militaires contre Israël pour lui arracher l'entrée d'aide humanitaire à Gaza. Donc on est passé d'un discours à un autre, d'un pied sur l'autre, mais avec, c'est plus du funambulisme à ce niveau-là, c'est une sorte de gesticulation absurde, c'est la danse de Saint-Guy. Donc maintenant ils peuvent dire ce qu'ils voudront, ça n'a plus beaucoup d'importance. Ce que disent nos responsables. Sauf en politique intérieure. Pascal Bruckner. Oui, pareil, Macron, au lendemain du 7 octobre, voulait créer une coalition internationale contre le Hamas. Et puis après, maintenant, il plaide pour le cessez-le-feu à Rafah. C'est un peu dommage, ces oscillations, parce que la voix de la France est importante. Et je pense que la dernière intervention en date, ça peut encore changer demain matin. C'est donc d'agréger autour d'Israël et d'une éventuelle riposte le maximum de pays arabo-musulmans de la région. Et ça, effectivement, c'est un objectif intelligent. Mais pourvu qu'il ne change pas encore d'avis ce soir ou dans une semaine. Il faut se tenir à une ligne, c'est quand même ça la politique aussi. C'est ne pas osciller en permanence comme des girouettes. Oui, mais bon, c'est un peu une spécialité occidentale, pas seulement française. Oui, bien sûr, oui. Non, l'Occident a peur, c'est le problème. L'Occident préfère se vivre comme une victime que comme un résistant. Et c'est là où nous sommes faillibles. Et ça rejoint votre livre. Vincent, un dernier mot, mais vous comprenez bien pourquoi les Américains agissent comme ils le font. Il y a une campagne électorale. M. Biden n'a pas envie de la perdre. Une guerre tomberait très mal. Il a un autre ordre du jour. Par ailleurs, il aimerait bien avoir un accord avec les Iraniens parce que ça donnerait le pion à Donald Trump et à ses accords d'Abraham, etc. Mais la posture française, on a l'impression qu'elle est faite par l'opinion du jour, par la lecture de la presse du matin. Et donc, il y a quelque chose qui est très désarmant, déconcertant. Et donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine de le commenter ? Oui, mais là, en l'occurrence, au niveau du droit international, puisqu'il y a eu cette attaque, c'est même pas une question de légitimité, c'est une question de légalité. À partir du moment où on a un État souverain qui subit des attaques, il a le droit de répondre. Bien sûr. Bon, voilà. Pascal Bruckner, dans votre livre « Je souffre, donc je suis », vous dites « Quand nous maudissons notre pays, notre système politique, il n'est pas inutile de regarder du côté des vraies dictatures pour comprendre les privilèges dont nous jouissons. » On a beaucoup tendance à oublier nos privilèges de démocratie. Oui, bien sûr, c'est même le premier réflexe d'un démocrate, c'est de maudire le pays et la société dans laquelle il vit, l'infamie du système qui est le nôtre. Et de souhaiter je ne sais quel renversement du régime qui permettrait évidemment de baigner dans une véritable dictature, une autocratie ou une théocratie. Et la France est spécialisée malheureusement depuis pas mal d'années dans l'intempérance, dans le gémissement. C'est-à-dire que nous plaignons en permanence, nous ne sommes jamais contents de notre sort. Alors ça vient du régime démocratique, puisque la démocratie nous demande de ne pas nous satisfaire de notre sort, ce qui est une très bonne chose. Mais jusqu'à quel point devons-nous reconnaître que malgré tout, nous restons des privilégiés au sein d'un monde qui est quand même plongé dans le chaos. Et puis, nous avons en France en plus l'État-providence, qui coûte très cher, mais qui, quoi qu'il fasse pour chacun d'entre nous au niveau de l'éducation, de la santé, des transports, n'en fait jamais assez. Et ce jamais assez, c'est le leitmotiv de tous les discours syndicaux ou politiques, de droite ou de gauche, parce qu'il faut être sincère là-dessus. La droite et la gauche partagent sur ce plan-là le même état d'esprit. Joseph ? On considère donc généralement, c'est dans le livre, que la civilisation, par essence, ce serait le souci des humiliés. Mais on peut évidemment, après votre livre, se poser la question, est-ce que ce n'est pas d'abord, peut-être, le souci des héros ? Ah ben ça devrait être le souci des héros. C'est-à-dire qu'on voit bien que depuis 1945, les héros ont été dévalorisés. D'abord parce qu'on leur découvre des motivations sordides. En fait, ils ont fait ça par intérêt. Et puis parce que la figure du soldat a été dévalorisée après la guerre d'Algérie. L'armée a été soupçonnée. D'ailleurs, les budgets militaires ont été coupés.
Et on voit que depuis 2015, depuis les attentats du Bataclan, la figure du pompier, du gendarme, de l'officier de police, du soldat ou de l'anonyme sont revalorisés. Et moi, je pense que ce qui va nous... sont revalorisés, sont dévalorisés aussi dans une partie de l'opinion publique. Oui, mais enfin, quand même, globalement, dans la partie qui compte, globalement valorisés. Et ce qui peut nous faire changer d'attitude, c'est le principe de réalité. La réalité devient très violente. La guerre nous menace de partout. Il y a le risque d'attentats chez nous, la criminalité des narcotrafiquants. Et nous allons être obligés de sortir de cette attitude de complaisance et d'auto-apitoiement sur nous-mêmes que nous constatons tous les jours. Et donc, il y aura peut-être une revalorisation, non pas simplement du héros, mais simplement de l'homme ou de la femme qui font le dos rond et tiennent bon face à l'adversité. Parce que c'est un problème, c'est un défi politique, symbolique et presque philosophique. C'est la France qui résiste que vous nous décrivez. La France qui résiste et la France qui ne se résout pas à gémir, à se lamenter en permanence sur ses conditions d'existence. Moi, j'ai vécu, dans mon enfance, je suis le plus âgé sur ce plateau, dans une certaine forme de stoïcisme spontané, qu'on soit catholique, protestant ou athée. Il fallait endurer, ne pas se plaindre. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. On dit aux enfants, mais exprime-toi. Et dès qu'il y a un attentat ou une attaque, il y a des fleurs, des bisous, des nounours, des conseillers psychologiques. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure attitude pour résister à la violence. Une lumineuse analyse de Pascal Bruckner. Je souffre, donc je suis. Portrait de la victime en héros aux éditions Grasset. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Punchline. Merci Rachel. Joseph et Vincent, dans un instant, sur Europe 1, l'information et sur CNews face à l'info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain.